Bonjour et bienvenue sur la chaîne Méthode K Neuroénergétique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le diaphragme ou promoteur de vie. Comprendre le diaphragme pour pouvoir mieux le débloquer selon la méthode K. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents aspects à la fois biomécaniques, anatomiques et énergétiques qui font fonctionner le mouvement du diaphragme. Nous verrons aussi les relations avec les cervicales et les lombaires. Cette vidéo s'adresse à un large public. Les explications, je l'espère, vous seront assez compréhensives à tous. L'étude et l'observation des mécanismes du corps humain sont une pratique qui font partie de ma vie depuis mon plus jeune âge. Je suis praticien professionnel depuis 23 ans, diplômé en ostéopathie, en acupuncture traditionnelle chinoise. J'ai des certifications en énergétique et en rolfing. Je suis aussi le concepteur de la méthode K neuroénergétique. Ex-danseur professionnel international, j'ai aussi pratiqué les arts martiaux depuis mon enfance. Aujourd'hui encore, je cultive cette pratique des sports de combat. Ce qui m'a conduit au choix du diaphragme pour cette vidéo cours gratuit, ce sont les relations physiologiques, énergétiques et mécaniques entre le diaphragme et le reste du corps. Le diaphragme est un muscle qui a un fonctionnement holistique. C'est un très bon sujet de présentation pour la méthode K, car beaucoup de problématiques sont liées à la respiration indirectement ou directement. Nous allons voir ces connexions avec les cervicales et les lombaires. Nous allons donc l'aborder selon l'approche de la méthode K neuroénergétique. Les organes sont intimement liés au mouvement du diaphragme. Certains ouvrages le décrivent comme un mouvement de piston. Il procure ainsi un massage naturel qui favorise leur biologie. Restez avec nous sur cette chaîne. Avec cette vidéo, vous allez pouvoir apprendre à tester le diaphragme et le psoas et comprendre tous ces mécanismes, tout ça gratuitement. À la fin de cette vidéo, des techniques simples et efficaces pour tester le diaphragme. Si vous aimez le début de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, faites un clic sur le pouce vers le haut, donc un petit coup de pouce. Ça nous aiderait à vous proposer d'autres vidéos sur d'autres techniques et sur le fonctionnement du corps. Vous allez découvrir comment votre corps fonctionne. Ce cours, comme je l'ai dit, est adressé à un large public. Donc il n'est pas complet. Il faudrait plusieurs heures pour pouvoir explorer en détail tous les mécanismes de la respiration du diaphragme et ses implications avec le reste du corps. J'ai donc élaboré pour vous, pour un large public, cette synthèse où vous pouvez découvrir votre corps et essayer des techniques simples, efficaces et sans danger. Restez avec nous, je vous les montre à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je suis praticien en acupuncture traditionnelle chinoise et je me réfère donc au principe du yin et du yang. Pour ceux qui ne seraient pas familiers ou qui ne seraient pas confortables par rapport à l'aspect énergétique, je vous suggère de voir le lien dessous la vidéo, dans le descriptif, après le plus, des liens qui vous dirigent vers des docteurs et scientifiques de renom, tels que Max Planck, ex-collègue de Einstein, ou le docteur Korotkov, ou bien Kilian. Il explique bien mieux que moi tout l'aspect énergétique dans le corps humain et dans tout être vivant. Outre l'anatomie et l'aspect occidental de l'être humain, la méthode K neuroénergétique s'appuie donc sur les méridiens d'acupuncture traditionnelle chinoise. Les méridiens font circuler l'énergie dans le corps et ils atteignent différents types de couches de tissus, telles que la peau, les os, les muscles, tendons, les viscères, les organes, le cerveau, les nerfs.
L'énergie dans les méridiens. Nous avons deux types d'énergie qui circulent dans les méridiens. L'énergie yin qui est liée au sang et l'énergie yang qui est pure énergie qui circule dans les méridiens. L'aspect yin est un aspect solide en référence au liquide aussi, et l'énergie yang c'est une énergie invisible mais perceptible pour certains praticiens. Elle est utilisée au travers des aiguilles d'acupuncture, mais en méthode K neuroénergétique, nous n'utilisons aucun instrument, aucune aiguille. Nous appliquons les techniques de façon manuelle. Donc, énergie, anatomie. C'est ce qui caractérise la méthode K neuroénergétique. Alors, juste pour vous donner une idée réalistique, vous ne verrez jamais un vrai diaphragme que sur des cadavres. Je suggère de voir aussi certains ouvrages tels que le Nether, c'est le plus connu, le plus classique. Ce qu'il y a de bien dans le Nether, c'est que les couleurs sont vraiment vivantes, donc on voit vraiment, on n'a pas l'impression de regarder de l'anatomie sur un cadavre, mais il devrait regarder vraiment un corps vivant, quoi. C'est ça qui est intéressant dans le Nether. C'est pas très réalistique, mais aussi les photos d'anatomie sur des cadavres, quand on soigne avec les mains, on est dans le vivant, c'est pas très réalistique non plus, parce qu'on ne soigne pas de cadavre. Bref, c'était une parenthèse. Je vais vous montrer à peu près la localisation de l'orifice de l'œsophage, de l'aorte et de la veine cave. S'il te plaît. Alors à peu près ici, juste en dessous, on a le cardia, c'est-à-dire l'œsophage qui arrive et la jonction avec l'estomac. À peu près ici, au niveau des premières lombaires, il y a l'orifice où passe l'aorte. Et à peu près ici, il y a l'orifice de la veine cave. Je suggère de regarder des photos sur internet, vous les trouvez facilement. On voit de profil, vraiment la coupole passe par la 12e costale et arrive au niveau des lombaires. Donc c'est vraiment une coupole qui s'élargit et s'abaisse. Alors ici, je vous ai représenté le muscle long du cou. Le muscle dont on ne parle pas souvent, mais il est stabilisateur de la colonne cervicale, c'est-à-dire du cou. Il est placé devant le cou, comme vous voyez. Et il joue un rôle très important dans les problèmes cervicaux. Mais je veux vous en parler car si pendant l'inspiration forcée, on doit porter la cage thoracique vers le haut pour dégager l'action du diaphragme, il faut que le cou suive. Donc il faut une stabilisation antérieure, sinon le cou, lorsque la cage thoracique montrait, il serait tracté un peu en avant. Donc en général, il faut une stabilisation du cou, un peu vers l'arrière, et on peut porter la cage thoracique en avant. Volume antérieur. Il s'insère de la première cervicale jusqu'à la 3e dorsale. Voilà, c'est une petite précision, c'est une réflexion personnelle, je ne l'ai pas trouvé dans aucun livre qui décrit cette action, mais je pense que pour toute action de muscles qui ne sont pas des stabilisateurs, mais qui sont des muscles de force, comme le grand pectoral, des biceps, des quadriceps, qui vont faire une action de force. Et là, nous avons dans l'inspiration forcée les pectoraux, le dentelé que nous allons voir, le petit pectoral, tout ça, ce sont des muscles qui sont des muscles de force. Ils ont besoin de stabilisation pour développer leur action de force. Voilà, et je pense que le long du cou est impliqué indirectement, hein, c'est pas directement. Donc il y a stabilisation au niveau du cou. Ensuite, le mouvement d'inspiration forcée. Les intercostaux externes qui s'insèrent sur la partie externe d'une côte à l'autre
et les intercostaux internes qui s'insèrent à l'intérieur de la côte à celle du dessous. Donc, à chaque fois qu'ils vont se contracter, ils vont se rapprocher et soulever les côtes. Donc on aura un mouvement comme un peu un éventail où toutes les côtes vont aller vers le haut, aidées par d'autres muscles que nous allons voir ensemble. Toujours dans la respiration non forcée, normale, nous avons les muscles surcostaux ou élévateurs des côtes. Alors ils s'insèrent sur la partie transverse de la vertèbre, le processus transverse, à la côte inférieure. Et quand ils se contractent, ils font soulever les côtes. C'est-à-dire la côte, cet angle de la côte va s'abaisser et le devant va se soulever, comme ceci. Nous avons un premier muscle très actif dans la respiration forcée, notamment le SCOM, un muscle très connu. Lorsque vous contractez, vous voyez le tendon, un des chefs, ça s'appelle le chef parce qu'il est divisé en deux, donc il a deux insertions. Un des chefs s'insère sur le sternum, un autre sur la clavicule, sternocléidien, mastoïdien sur la mastoïde, ici, occipital parce qu'il y a quelques ramifications du tendon qui s'insèrent sur l'occiput. Il va donc élever la cage thoracique pour dégager, aider les intercostaux, les sous-costaux et le diaphragme à prendre de l'ampleur. Alors nous avons les scalènes qui participent à la respiration forcée. Il y a trois chefs, trois muscles. Le scalène antérieur s'insère de la deuxième cervicale, ici, à la première côte. Et lorsqu'il va se contracter, il va dégager la partie supérieure du thorax pour que la partie en dessous du thorax soit plus libre pour aller plus loin et prendre un peu plus d'ampleur. Donc la côte à la contraction du muscle, comme ça, le muscle, là je le fais en élastique, mais c'est pour montrer l'action qui va vers le haut, donc le muscle se contracte, se raccourcit dans toute sa longueur, fait une traction de la côte vers le haut, et en bas, vers le haut, et en bas. Toujours les scalènes, mais là nous avons scalène moyen et scalène postérieur. Vous voyez, l'un de deux. Il s'insère toujours sur les cervicales, mais seulement ces deux chefs, le postérieur et le moyen, vont s'insérer sur la deuxième côte. On a la première côte ici et la deuxième côte ici. Donc une majeure élévation de la partie supérieure du thorax vers le haut lorsqu'il se contracte dans l'inspiration forcée. On ne voit pas très bien, on voit le SCOM juste en dessous, les scalènes. Ils vont aussi dégager la partie du dôme pleural, on verra plus loin ce que c'est le dôme pleural et les ligaments. Alors, toujours dans l'inspiration forcée, nous avons le petit pectoral qui s'insère sur la troisième, quatrième et cinquième côte. Et son tendon principal sur le processus coracoïde. Alors toujours respiration forcée, le grand pectoral, son tendon principal s'insère sur l'humérus. Il y a différents faisceaux de muscles. Un faisceau qui s'insère sur la clavicule, les autres à partir de la deuxième, troisième jusqu'à la sixième côte. Chaque faisceau s'insère sur le cartilage et un peu sur le sternum. Il y a un faisceau plus bas qui va s'insérer sur les fibres du tendon du grand droit abdominal
Donc son action, lorsqu'il se contracte, là l'épaule est un peu basse, normalement elle se tient comme ça, donc il va avoir une ouverture et un soulèvement en coordination avec le petit pectoral pour soulever la cage. Alors nous avons le teres en anglo-saxon, mais en français c'est plus connu sous le nom de grand dentelé. C'est le muscle que vous voyez sous le pectoral, qui fait un peu comme les plis de ma chemise là. C'est un peu rebondi, on voit des petits muscles ici. C'est le muscle s'insère sur la partie médiane de l'omoplate, passe sous l'omoplate dans la fosse soto-scapulaire et vient s'insérer de la première à la 9e côte. J'ai pas fait tous les insertions, mais l'idée des insertions sur les côtes, elle est là. Là, vous avez des grands pectoraux et dessous, on les voit bien ceux-là, les derniers, chez les gens qui sont très musclés, mais ils sont bien différenciés du grand dorsal et du grand pectoral. On voit des petits muscles là, qui apparaissent dessous. Donc ce muscle, quand il va se contracter dû à ces orientations des fibres obliques, il va aussi soulever la cage thoracique vers le haut. Le grand dorsal, comme vous voyez, il a une forme triangulaire. Il s'insère de la 7e dorsale jusqu'aux ailes latérales du sacrum pour finir en s'enroulant avant de s'insérer sur le mérus juste à côté du grand pectoral. Nous avons postérieurement les érecteurs spinaux. Je vous ai représenté que 3 groupes, mais il y a plusieurs niveaux de couches musculaires. Nous avons ceux qui sont très près de la colonne vertébrale, qui s'insèrent jusqu'à la première dorsale. Un autre groupe qui s'insère sur les côtes en partant du sacrum, et un autre groupe qui s'appelle l'iliocostal, qui s'insère sur la crête iliaque jusqu'à la 7e côte. Donc ces muscles vont se contracter et leurs contractions vont soulever les côtes devant et la cage thoracique. Le diaphragme va être dégagé et il va pouvoir s'abaisser comme un piston. Vous voyez, piston qui manque d'essence, seulement que là, il va un peu s'évaser sur les côtés avec le travail des muscles intercostaux qu'on a vu au début. Donc les côtes vont s'élargir et le diaphragme va s'abaisser avec le soutien des muscles érecteurs spinaux, du grand dorsal et des muscles dont on a parlé précédemment. Dans la respiration forcée, nous avons un autre muscle essentiel au niveau postérieur, le carré des lombaires. Il s'insère sur tout le long de la 2e côte et sur les crêtes iliaques, et il a des insertions sur toutes les lombaires, sur les transverses des lombaires. Donc il fait ça, 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 ça. C'est vraiment presque comme un carré, plutôt un rectangle. Nous avons donc vu l'inspiration normale, l'inspiration forcée, avec les muscles qui sont impliqués dans cette action. Maintenant, nous allons voir l'expiration et l'expiration forcée. Alors tout d'abord, l'expiration dite normale, elle est spontanée, naturelle, car les muscles ont tendu les tissus du cartilage. Le cartilage a des propriétés élastiques, donc quand on va l'étirer un petit peu, ils vont se tendre et se relâcher sous l'effet de la pesanteur. C'est-à-dire, comme la cage thoracique est montée, quand on lâche,
ça descend spontanément. Il faut aussi considérer que le diaphragme, lorsqu'il s'abaisse, comme ceci, il comprime les organes. C'est un massage naturel et essentiel et primordial pour le bon fonctionnement des organes. Donc les organes vont être dirigés vers le bas, vers le plancher pelvien, ici. Ça, c'est la vue d'en haut. Mais par-dessous, le plancher pelvien se trouve sous la symphyse pubique, où il y a les parties génitales et l'anus, à peu près ici. Donc ce plancher pelvien va réceptionner les organes, il va aussi se tendre légèrement et il va repousser, comme pour l'effet du cartilage, les organes vers le haut. Donc l'inspiration, le diaphragme descend, pousse les organes. Là, je vais mimer les reins, on descend, ils ne vont pas descendre jusqu'en bas, mais on descend un petit peu. Les viscères, les organes creux, vont être accueillis par le plancher pelvien, que lui va se tendre légèrement et repousser. Donc on a ce mouvement naturel, massage naturel, grâce à ce piston, si on l'appelle comme ça, dans certains ouvrages, qui est le diaphragme. Donc l'expiration se fait naturellement par effet de gravité. En revanche, l'expiration forcée va employer quelques muscles. Il y a le muscle du sternum qui est positionné juste derrière, là, vous voyez mes doigts dessous les côtes, il est à rayon, et lorsqu'il se contracte, il écrase le sternum comme ceci, vers l'arrière. Donc il comprime la cage thoracique antérieurement. Il va y avoir les abdominaux. Lorsqu'on contracte les abdominaux, on tire la cage thoracique vers le bas. Il va y avoir les obliques. L'oblique, il se trouve ici, qui s'insère aussi sur les abdominaux. Donc on contracte le ventre et on vide la cage thoracique et on vide les poumons. Donc c'est pour ça qu'il y a une pression négative et une pression positive qui augmente sous l'effet de la contraction du diaphragme. Sur le psoas, nous allons voir les insertions du psoas. Et le psoas s'insère sur les transverses des lombaires, c'est-à-dire ce petit os blanc là que vous voyez. Et les fibres ont des ramifications aussi sur le corps des vertèbres, des 5 vertèbres lombaires. Puis, donc, c'est le muscle psoas, puis il s'insère et fusionne avec le muscle ilio, qui va sous le ligament inguinal et qui s'insère sur le petit trochanter. Alors, il y a des ouvrages qui disent qu'il s'insère dessus, devant le petit trochanter, et d'autres disent qu'il s'insère derrière le petit trochanter. Pour ma part, je pense qu'il s'insère derrière, parce que quand on voit le mouvement des danseurs, où ils utilisent beaucoup de rotation externe comme ça, et qu'ils apportent la jambe d'une façon à présenter le talon en avant, il faut qu'il y ait une traction de par ici, de par derrière. S'il n'y avait que devant, la jambe resterait un peu comme ça. Et les danseurs arrivent à tourner la jambe et présenter le talon en avant. Donc, je pense, pour cette action, il faut que le tendon soit inséré derrière. Bon, là, on est en position droit parallèle, mais si je tire par ici, on va essayer avec le scotch, la jambe tourne vers l'extérieur, comme ça. Contraction, ça tournerait. Que là, elle resterait droite et ça monterait tout droit. Alors que là, on a vraiment un en dehors avec la présentation du talon en avant, comme ceci.
Ici, je vous ai fait une représentation pour avoir un objectif un peu plus réalistique, et j'ai fait un peu preuve de créativité et d'imagination pour respecter les droits intellectuels de certains auteurs de livres d'anatomie. Donc ici, nous avons dans la profondeur, c'est-à-dire derrière, ici, quand elle va rentrer le ventre, vous allez comprendre, je veux dire entre le ventre. Donc cette partie-là, elle est très profonde, elle part d'ici, et ça arrive devant. Devant le psoas, on va se respirer, et le psoas, dans la profondeur, au niveau du corps des vertèbres lombaires antérieures, il chevauche le muscle psoas, ici, qui s'insère sur toutes les lombaires, comme on a vu sur le squelette. Ensuite, le muscle psoas devient dans la fosse iliaque l'iliopsoas, qui vient s'insérer ici sur le petit trochanter. Alors, on peut voir que, quand je vous disais les relations avec les lombaires, c'est dans ce mécanisme psoas et diaphragme où on peut retrouver des tensions au niveau lombaire dues au psoas, mais aussi au diaphragme. Car à peu près dans cette zone, au niveau de la deuxième côte, ici à peu près, devant la deuxième côte, s'insère la partie, s'il te plaît, du diaphragme qui va chevaucher le psoas. À chaque fois que la coupole ici aussi passe l'orifice de l'aorte, à chaque fois que la coupole s'ouvre, elle descend et glisse sur les deux psoas. Là, les organes, les viscères sont plaqués au fond, mais il n'empêche que le diaphragme s'ouvre et glisse sur le psoas. De quelques centimètres, c'est pas beaucoup, hein. Après, on verra l'excursion. On verra l'excursion de la descente des reins à chaque fois que le diaphragme s'ouvre et se contracte. Comme je vous le disais au début de la vidéo, je vais vous parler des connexions entre les cervicales et le diaphragme. On a vu précédemment la connexion entre le diaphragme et le psoas. Alors, quand je vous ai montré le psoas, il descendait jusqu'ici, c'est pour son aspect postérieur. Mais considérez que le diaphragme, sa limite, c'est la deuxième côte. Mais comme c'est une coupole, il va monter à l'intérieur dans les côtes jusqu'en haut, à la limite de ces bandes taping que je vous ai fait, à peu près au niveau de la 6e côte, 5e, 7e, ça part. Donc le dôme va monter à l'intérieur, formant la coupole, et va se poser dessus le cœur, avec son tissu protecteur qui est appelé le péricarde. Du péricarde vont se déployer différents ligaments qui vont aller jusqu'à la première cervicale et même se connecter au méninge. Le tissu qui enveloppe le cerveau, les méninges, une membrane. Ça va donc se connecter, ce tissu, ce ligament, ce fascia. Alors vous avez plusieurs branches de fascia que j'espère je vais arriver à vous montrer, que c'est pas évident. Vous voyez, il y a deux faisceaux, il y a un faisceau ici et un faisceau ici. Ils sont connectés au cœur par le biais du péricarde et s'insèrent sur la face antérieure, devant, ici,
des cervicales. Donc à chaque fois que le diaphragme va descendre comme ceci et remonter, ça va mettre en tension les cervicales. Ça va descendre et ça va remonter, descendre et ça va remonter. Donc il faut que le muscle long du cou dont je vous ai parlé soit stabilisateur et aussi élastique, pour pas qu'il aille trop tirer en avant, un peu comme une cravate, vous savez. D'ailleurs, ça arrive souvent, quand cette partie des côtes, on ne peut pas enfoncer les doigts, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tension, ça veut dire que le diaphragme est un peu en inspiration, c'est-à-dire qu'il ne relâche pas complètement, il ne remonte pas complètement, il reste toujours un peu en apnée, ce qui arrive chez les gens lorsqu'ils sont stressés. Ils retiennent toujours un peu d'air, ou ils ne prennent pas assez d'air. Donc, ou il est trop en haut le diaphragme, ou il est un peu trop en bas, il reste toujours un peu trop en bas. Et cela, de ce manque de relâchement du diaphragme, ça va générer des tensions asymptomatiques, c'est-à-dire que ça ne va pas donner de douleur, mais il va y avoir une rigidité ici. Et parfois, quand on va se baisser, on va sentir une gêne, quelque chose qui va se bloquer. Et souvent, ça arrive que c'est le nerf crural qui parle L1, L2, les L3, les anastomoses peuvent arriver jusqu'à L3. Et donc, on va sentir une gêne au niveau de l'aine, ici, jusqu'à devant de la cuisse. C'est très souvent dû à une rigidité par un manque de respiration et d'excursion totale du diaphragme. Ce n'est pas seulement dû à ça, il y a d'autres facteurs qui viennent s'ajouter à ça et qui contribuent à rendre rigide cette zone dorsale. On a Valentin qui suit la vidéo, quoi que je fasse, il est toujours là, il tourne, il revient. Donc je l'ai défait, c'était pour vous montrer la connexion des méninges. En fait, ce ligament-là, il passe par le foramen magnum, ici, où descend une partie de la moelle allongée, qui s'appelle. Et donc, ce tissu bleu là, que vous voyez, qui est un grand ligament et un grand fascia, il va aller à l'intérieur, ici, et il va s'insérer sur les méninges et la dure mère qui enveloppe le cerveau. On va faire une simulation. Là, on a le système sanguin de Willis, on va remettre dedans, c'est ce qui approvisionne le cerveau en sang. Et donc, ici, vous voyez, ce petit tissu bleu va rentrer et va s'insérer sur cette partie de la boîte crânienne. Donc vous voyez bien les connexions entre le diaphragme, les cervicales et les lombaires. Ces mécanismes doivent être fonctionnels parce que si un est altéré, ça ne va pas trop gêner. Mais si un est altéré, puis un autre, ça va commencer à produire des symptômes, d'autant plus que le diaphragme, il est innervé par un nerf qui s'appelle le nerf phrénique et qui est connecté aussi au cervical, à la 3e, 4e et 5e cervicale. Donc, une autre connexion qui peut porter des tensions au niveau cervical. Par voie de conséquence, lorsque la cage thoracique est un peu rigide, parce qu'elle n'est pas tout à fait fonctionnelle, elle ne bouge pas autant qu'elle devrait, quoi. Elle ne monte pas, elle ne descend pas. Donc ça forme un peu un bloc, c'est comme si vous avez un bloc un peu rigide. Donc ce bloc, avec la gravité, au niveau des courbes de la syphose, c'est cette courbe comme ça,
puis après nous avons la lordose, c'est la cambrure. Ici aussi nous avons une lordose. Ces courbes deviennent un peu altérées. Donc, imaginez le poids de la cage thoracique, où il y a beaucoup d'os, devenir rigide. Ça va rendre plus instable au niveau des lombaires. Donc, lorsque on va bouger, on va avoir tendance souvent à ce que cette rigidité devienne un symptôme qui se manifeste plus bas au niveau des lombaires. Souvent, ça va être les lombaires ou le sacrum qui vont pas pouvoir suivre ce mouvement rigide, parce qu'il y a trop de poids, il y a trop de pression ici au niveau de l'abdomen, parce qu'on est trop souvent assis, parce que l'alimentation procure une fermentation et des gaz, donc ça augmente la pression abdominale, et donc il y a moins d'espace. En fait, cette rigidité dont je vous parle rend plus compacte la cage thoracique. Donc, c'est vraiment un poids que les lombaires doivent porter. Rigide fait que en bas, ça doit beaucoup plus s'adapter. Alors, tant que ça peut s'adapter, tant qu'il n'y a pas d'autres rigidités, d'autres perturbations, comme je vous l'ai dit. Alors après s'ajoute rigidité du psoas, on va lui remettre son petit élastique, voilà, rigidité du psoas, rigidité des cervicales, car sans compter les rigidités au niveau du masséter temporal et du mouvement de la boîte crânienne elle-même, car ici, vous avez des sutures du crâne. Ces sutures ont un minimum de mobilité. Lorsqu'il y a beaucoup de pression, de tension, toute la boîte crânienne est rigide. Donc vous avez le corps, les lombaires doivent porter plusieurs poids. C'est-à-dire le poids n'augmente pas forcément, mais le manque de mobilité par rapport à la gravité devient un challenge pour les lordoses, parce que les lordoses n'ont pas toute la structure des côtes qui rend plus compacte la cage thoracique. Là, la lordose cervicale, elle porte le crâne qui est une structure très compacte, mais qui a un degré de mobilité au niveau des sutures. Donc, la cervicale va bouger et le crâne va être porté, s'adapter selon le mouvement. Mais si vous imaginez une rigidité au niveau du crâne qui amène hors de son axe par rapport à la gravité la tête, en avant ou en arrière, ça va faire un poids qui va devoir combattre contre la pesanteur. Ce poids, les structures dessous vont devoir s'adapter, et si on ajoute une mauvaise respiration, une respiration inadéquate, ce qui arrive très souvent quand on est stressé et quand on a une vie sédentaire, donc qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'il va payer? C'est la lombaire. Alors si vous ajoutez par-dessus un bon coup émotionnel, quelque chose qui vous énerve, avec votre patron, votre famille, votre mari, votre femme, le foie ici qui est juste dessous le diaphragme, eh bien, il va commencer à travailler. Il va avoir plus de rigidité. Il pourra y avoir une douleur au niveau de l'épaule, sans comprendre pourquoi, le lendemain de cet événement émotionnel qui vous a altéré. Vous ajoutez un bon repas, parce qu'en général, quand on est énervé, on a besoin de se calmer. On mange du sucre, on boit un bon petit coup, on mange bien sûr, ça va un peu calmer, ça va vous apaiser, on va aller dormir. Et le lendemain, quand on veut se coiffer, aïe, on ne peut pas, car l'épaule gêne, et des fois on n'arrive même pas l'épaule. Ou ça va être le cou. On va bouger le cou, on va essayer de tourner la tête, ou on va essayer de se raser ou de se maquiller, et paf, ça va bloquer. Ou si on a accumulé d'autres tensions dans le passé qui ne se sont pas détendues, c'est les lombaires qui vont prendre. Donc c'est pour ça que
je dis le diaphragme est un promoteur de vie. Il procure, vous allez voir plus tard, le massage des organes, le bon fonctionnement de la cage thoracique, il va supporter et alléger les cervicales et il va alimenter aussi par le biais des poumons l'oxygénation, ce que le cerveau a besoin de sucre et d'oxygène. Et donc, c'est là un peu on va dire une des locomotives du bon fonctionnement du corps. Un autre tissu très important qui va se connecter aux ligaments cervico-péricardes et vertébro-péricardes, les 3 ligaments dont je vous ai parlé précédemment. Ce tissu sépare en 2 parties les poumons et la cage thoracique. Il va se poser sur le diaphragme et il est orienté dans un plan sagittal. Les plans sagittal, ce sont les plans pour définir des axes de mouvement ou des orientations dans l'espace. C'est une terminologie un peu technique, mais c'est une référence. Donc le plan sagittal, c'est comme si vous prenez ce panneau, vous divisez le corps en 2 dans cette partie. Donc ce sera orienté comme ceci. Voilà. Là, nous avons un plan horizontal. Tout le monde connaît l'horizontal. C'est le plan de mouvement où bouge le diaphragme. Et nous avons le plan sagittal. C'est l'orientation du médiastin. Le médiastin vient s'insérer et vient fusionner avec les autres ligaments qui s'insèrent sur la partie antérieure des cervicales. Ici, c'est l'os iodé, juste au-dessus de la paume d'Adam. Donc, en jaune, vous avez un poumon, je vous ai représenté, parce que là, il y a toujours le cœur en rouge, et le médiastin en bleu, qui sépare la cage thoracique, et qui va s'insérer, et qui va fusionner avec les ligaments cervico-péricardes. Une autre connexion très importante avec les cervicales, et très intéressante, c'est les ligaments du dôme pleural. Alors ici, nous avons le dôme, le dessus du poumon, et vient s'insérer dessus 3 ligaments qui vont s'insérer sur les dernières cervicales et la première dorsale. Ce dôme, c'est très facile à toucher. En fait, on peut toucher les poumons par ici, juste là, derrière la clavicule. On va faire très attention, c'est quand même délicat, hein, à peu près ici. Et donc, notre connexion. Alors, il y a des auteurs qui disent que le médiastin qui sépare la cage thoracique en 2 parties, et sépare donc les 2 poumons, là, il n'y en a qu'un qui est représenté parce qu'il y a le cœur qui prend un peu de place, et ça ferait c'est un peu difficile, donc j'en représentais qu'un, mais bon, il y a les 2 poumons, et le médiastin vient s'insérer sur le diaphragme. Le diaphragme est à peu près à cette hauteur au niveau de la 6e, 7e dorsale. C'est le dôme, c'est la partie haute du diaphragme. La partie plus basse du diaphragme s'insère, comme je vous l'ai dit, au niveau de la 12e côte, la 11e, 10e, et vient tout sur le bord du cartilage des côtes, ici. C'est pour cela que quand il y a des tensions, c'est difficile à passer sous la côte. Et c'est pour ça que je vous propose d'apprendre les techniques pour débloquer cette partie et alléger la pression sur l'estomac. Je vous ai fait un diaphragme maison pour vous montrer un peu les structures qui sont autour. Ici, nous avons l'œsophage, l'embouchure avec l'estomac,
Alors, l'œsophage est un peu plus haut, et ici, il y a l'estomac avec le cardia, le sphincter qui s'ouvre pour que les aliments arrivent dans l'estomac. Ici, nous avons la aorte, un gros vaisseau, juste derrière, toujours le psoas qui passe, un peu plus au-dessus, la veine cave. Donc 3 orifices qui passent dans le diaphragme. Alors, vous imaginez un diaphragme qui s'ouvre comme cela et qui descend et qui glisse sur toutes ces structures, l'aorte, un gros vaisseau, la veine cave, l'estomac. C'est pour ça que lorsque le diaphragme reste toujours un peu en inspiration, il va serrer autour de l'œsophage et il va comprimer un peu le cardia, l'embouchure de l'estomac, et cette embouchure, le cardia va rester légèrement ouvert et il va avoir des remontées acides. C'est pour ça qu'il est aussi très important d'avoir un diaphragme détendu, fonctionnel, car ça peut porter des perturbations à plusieurs niveaux. Donc le contraire, un diaphragme qui comprime comme cela et qui reste en haut mais ne descend pas vraiment, c'est-à-dire on respire à peine, au lieu d'une expansion, c'est toujours très limité l'excursion. Soit dans un cas ou dans un autre, le sang phrénique il reste toujours tendu. Donc tout ce mécanisme peut générer jusqu'à là-haut et jusqu'en bas, parce que ça aussi déséquilibre les tensions du psoas. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, tout ça génère aussi des tensions au niveau des côtes et des muscles intercostaux et surcostaux que nous avons vu précédemment. Et donc la cage thoracique devient facilement encore plus compacte que ce qu'elle devrait être. Elle est compacte du fait de tous ces organes et de toute cette fonctionnalité par rapport aux côtes, au diaphragme et au lombaire. Et donc on a une structure compacte. Et cette structure, il y a toujours suffisamment de mouvement pour qu'elle reste élastique et garde son élasticité. Vous voyez, ça bouge, ça doit bouger, hein, en haut, en bas, d'avant, en arrière, latéralement, obliquement. Tous ces mouvements devraient exister en permanence. Mais du fait du stress, de l'alimentation, des positions sédentaires, tout ça devient un peu rigide. Et à long terme, ça peut devenir tendu et provoquer des dysfonctionnements au niveau du mouvement des vertèbres. Alors, récapitulatif, connexion diaphragme, péricarde, ligaments vertébraux cervicaux, médiastin qui fusionne avec ce ligament jusqu'au cervical, le dôme pleural, les ligaments qui viennent s'attacher sur le poumon, le nerf phrénique qui innerve le diaphragme, qui vient aussi s'attacher à peu près aux mêmes vertèbres que celles des ligaments du poumon. Alors le nerf vague ne fait pas partie proprement dit de la fonctionnalité du diaphragme, parce que le nerf vague innerve les organes, mais il passe par la première cervicale. Donc cette cervicale peut se bloquer, peut être tendue et perturber le fonctionnement du nerf vague qui passe par ici. Donc c'est une perturbation. Le nerf vague peut être un peu tendu à cause de la tension du diaphragme et de la restriction de mobilité dans toute la cage thoracique. Donc on a plusieurs influences et affluences de la perturbation des cervicales dues au diaphragme. Nous allons voir plus tard aussi les connexions énergétiques au travers des méridiens
qui sont en parallèle, en analogie et en cohérence, si vous voulez, en collaboration avec le système nerveux. Il y a vraiment une pertinence par rapport aux méridiens et aux nerfs, et aussi au fonctionnement physiologique du diaphragme. C'est par ce biais que je vais vous proposer en webinaire un cours pour débloquer le diaphragme. Alors là, je vous ai représenté les deux psoas. Dans d'autres vidéos, je vous en représentais qu'un côté. Donc le rein va glisser sur le psoas comme si c'était un rail qui le guidait, à peu près jusqu'à L3. L3 est à ce niveau-là, au niveau du nombril. Donc là, donc on a le droit un peu plus bas, le gauche un peu plus haut, et ils vont glisser comme ça, et remonter, glisser, et remonter. Le diaphragme bouge de haut en bas et comprime les organes qui sont accueillis par le plancher pelvien, plus bas, comme si c'était un élastique. Il accueille les organes, ils ne descendent pas complètement, mais la pression des organes et certains organes comme le rectum, et lorsqu'il se détend, il repousse les organes vers le diaphragme. Ce mouvement, ce massage est essentiel pour le bon fonctionnement des organes, notamment la péristalsie et la circulation sanguine, la circulation lymphatique. Le rein bouge à peu près de 3 cm l'espace, la hauteur d'un corps vertébral. Il est sous l'influence du diaphragme et du foie à droite. Et il va parcourir à peu près, dans la journée, à peu près 600 mètres. Ça paraît assez incroyable, mais quand on sait que le diaphragme bouge à peu près 20 000 fois par jour, nous respirons 20 000 fois. Voici le corps vertébral. Ici, nous avons le foie et le rein est juste là. Et il va glisser sur le psoas. À peu près la hauteur d'un corps vertébral. À chaque fois qu'on inspire, chaque fois que le diaphragme s'abaisse, comme ceci. La méthode K neuroénergétique utilise les propriétés et les fonctionnalités des méridiens de l'acupuncture traditionnelle chinoise. Le corps génère de l'énergie, du qi, selon l'acupuncture traditionnelle chinoise. Il le métabolise par le biais de l'air, le distribue dans tout le corps en association avec le cœur. Le cœur ne pourrait pas distribuer toute l'énergie ou n'a pas assez de force pour faire pénétrer le sang dans les organes qui sont des tissus très denses. Donc l'énergie des poumons, le qi, ou plus précisément appelé le tsung qi, l'énergie de l'air, va en parallèle avec la pompe cardiaque, le cœur, pour faire pénétrer le sang dans les organes denses, qui vont après approvisionner toutes les cellules du corps d'énergie, de photons. L'énergie ou particule de lumière décrite par Max Planck, ex-associé de Einstein, collègue de Einstein et fondateur pionnier de la physique quantique, décrit très bien les particules de lumière dans nos cellules. Il y a aussi les travaux du docteur Korotkov qui a pu, grâce à son appareil, individuer le champ énergétique autour du corps humain. Il y a aussi les travaux de Kirlian et ses photographies qui ont pu mettre en évidence l'énergie de tous les êtres vivants. Le corps métabolise différents types d'énergie. Selon l'acupuncture traditionnelle chinoise, il métabolise l'énergie venant de l'air.
Cette énergie a un nom, il s'appelle Chun-Chi. Elle est métabolisée par les poumons et distribuée dans tout le corps. Le poumon est le maître des énergies car il aide le sang à pénétrer dans les organes en assistance au cœur, à sa propulsion du sang dans les organes. Le yin a comme qualité énergétique les aspects solides, denses, liquides, et le yang est pas visible à l'œil, mais perceptible pour certains appareils ou pour certaines personnes. Donc le yang est énergie pure et chi pure. Un ne peut pas exister sans l'autre, tel que dans le Tao, il y a toujours un peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin. Il y a toujours une proportionnalité, 3 tiers, 1 tiers. 3 tiers de yin, 1 tiers de yang, 3 tiers de yang, 1 tiers de yin. Cet équilibre doit être maintenu et circuler constamment. Le fait de respirer, donc d'emmagasiner du yang, aide le corps à métaboliser le yin, l'alimentation, le solide. Dans ce solide, il y a aussi de l'énergie, de la photosynthèse, donc des photons, des particules de lumière. Donc le corps va recevoir plusieurs types d'énergie. De l'énergie à travers la respiration et de l'énergie à travers l'alimentation. Et cette alimentation elle-même a déjà reçu de l'énergie, de la photosynthèse dans les plantes et dans la viande, qui sont des animaux bovins ou d'autres types d'animaux que l'homme mange. Ces animaux en général sont herbivores, donc ils mangent de la photosynthèse. Donc plusieurs approvisionnements en énergie arrivent dans le corps et sont métabolisés. Le poumon qui génère cette énergie dont je vous ai parlé, le Chun-Chi, va le distribuer dans le corps au travers du système sanguin, en parallèle avec le cœur qui va pomper le sang avec le nutriment et l'énergie dans les organes. Les organes sont très denses. C'est pour ça que l'élément métal qui associe le poumon et le gros intestin est le maître des énergies. Le poumon est le maître des énergies car il distribue l'énergie dans tout le corps grâce au système sanguin. Une autre énergie, et là nous avons deux types encore d'énergie, une yin et une yang. C'est l'énergie qui approvisionne le cerveau. Soit l'énergie yang qui est l'oxygène, donc qui provient du poumon, provient de l'air, et le yin, le sucre, donc deux types d'énergie. Cette énergie va produire un autre type d'énergie qui est de l'énergie électrique. Cette énergie électrique est présente dans tout le corps. Elle circule au travers des nerfs. Un corps en bonne santé produit 75 watts. Un travailleur physique tel un maçon peut arriver à produire jusqu'à 100 watts. Le corps humain est donc une grande source d'énergie. Cette énergie va circuler au travers des nerfs par l'électricité, mais au travers des méridiens aussi. Toute cette énergie que nous métabolisons durant nos journées et notre nuit, à travers la respiration, la digestion et aussi l'excrétion des bols alimentaires et des liquides à travers les urines. Tout ça, ce sont des productions d'énergie qui ont différents noms pour l'acupuncture traditionnelle chinoise. Donc le corps reçoit des énergies, les métabolise et les évacue, en garde une partie pour subvenir à ses besoins. Il y a un autre type d'énergie, l'ATP, qui est produite par l'alimentation. C'est l'énergie que nous connaissons tous, qui est décrite dans tous les livres de physiologie. L'adénosine triphosphorique, l'ATP, produite dans nos cellules, dans le mitochondre, transforme le sucre en énergie. La
nous voyons que la pensée occidentale, la physiologie, rejoint la pensée orientale, l'acupuncture traditionnelle chinoise, qui décrit différents types d'énergie, dont celle de l'alimentation transformée en énergie, Qi, l'énergie transformée par les voies aériennes par le poumon, qui s'appelle Sun Qi. Donc, tout le métabolisme qui est transformé par le corps. Tout est emmagasiné, absorbé, transformé et reproduite et redistribué vers l'extérieur. C'est un cycle. Nous mangeons, nous respirons, nous transformons, nous métabolisons, nous évacuons et nous redistribuons dans l'environnement. C'est un processus plus ou moins visible par les selles ou les urines, mais il y a aussi un processus un peu invisible qui a été mis en évidence par certains scientifiques, qui est l'énergie. Cette énergie circule dans des voies faites exprès dans le corps, qui ont été individuées par la médecine traditionnelle chinoise. Ces voies-là s'appellent les méridiens. Il y en a 12, dont 2 de plus qui sont des merveilleux vaisseaux et qui commandent ces 12 méridiens. Dans ces voies énergétiques circulent le yin et le yang qui vont rééquilibrer le corps, le nourrir et le protéger. C'est pour ça que la méthode K a 2 aspects, l'aspect neural et l'aspect énergétique, qui se base sur la connaissance de la physiologie et les principes énergétiques du Tao, le Tao qui est composé de yin et de yang. Plusieurs points activent ou calment l'activité énergétique dans ces 12 méridiens, plus les 2 merveilleux vaisseaux. Au total, ils sont 360 points, distribués dans tout le corps. Le plus grand méridien commence ici, à l'œil, c'est le méridien de la vessie, il parcourt toute la tête au petit orteil. Les autres méridiens sont tous parallèles, les uns aux autres, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que leur parcours topographique est parallèle aux nerfs périphériques. C'est-à-dire qu'on a un méridien et un nerf qui est juste en dessous. Et entre ce méridien et ce nerf, il y a des petites émergentes, des petites branches nerveuses qui sont vraiment en contact avec les points énergétiques. D'où encore la méthode K neuroénergétique qui utilise ces points. Mais seulement les points qui sont en contact avec un nerf, une branche nerveuse d'un nerf moteur ou d'un nerf crânien. Donc c'est pour ça que aussi l'importance de l'aspect oriental et l'aspect occidental de vision que la méthode K a fusionné au travers de l'ostéopathie et de l'acupuncture traditionnelle chinoise pour pouvoir apporter du bien-être dans la spontanéité, dans le relâchement naturel des tensions, en faisant circuler l'énergie et en diminuant l'activité du système nerveux autonome. Alors, nous sommes à la fin du cours théorique, anatomique, et vous allez pouvoir maintenant voir les tests, apprendre les tests d'évaluation et le traitement qui se fait au travers de 4 méridiens, le poumon, le méridien du cœur, le méridien du maître-cœur et le méridien de l'intestin grêle, accompagné par la respiration. Donc de l'énergie, aidé par l'énergie, aidé par la pensée. Car il y a un proverbe chinois, l'énergie suit la pensée, c'est-à-dire où vous allez vous concentrer, l'énergie va aller. Donc vous avez
un certain contrôle sur votre corps. Cela est très évident pour les grands yogis, les grands maîtres de Qigong et toutes les pratiques orientales très maîtrisées, qu'ils arrivent à faire circuler leur énergie et la porter là où le corps en a besoin. Là, la méthode K fait un travail similaire au travers de la neuroénergétique. Vous pouvez sauter toute la partie théorique et aller directement aux techniques. Je ne vous conseille pas, vous serez un peu perdu, même si vous arrivez à comprendre vraiment la pratique, elle est très simple et elle est applicable à tout type de personnes. Mais il vaut mieux savoir ce que l'on fait et comprendre ce que l'on fait. Pour suivre ce proverbe, l'énergie suit la pensée. Donc si votre pensée est de traiter les personnes, d'avoir le raisonnement intellectuel, votre énergie va accompagner celle du sujet, du client, du patient, et l'effet sera plus efficace. Alors, nous allons voir les tests fonctionnels et palpatoires du diaphragme, du psoas aussi. Alors, ici, nous avons un diaphragme de Sveltana assez fonctionnel. Il y a une bonne expansion latérale, une bonne expansion antérieure, ça monte bien. Maintenant, on va regarder deux profils. La cage thoracique monte bien. Ici, on est dans la moyenne, dans la normale, on voit du mouvement, ça monte, ça descend. Peut-être ça pourrait monter un peu mieux, mais ça a l'air suffisant et elle est assez en forme. Donc il n'y a pas de majeur problème ou blocage, juste de très légère tension. Alors, que les côtes ne vont pas trop vers le côté, il n'y a pas beaucoup de mouvement parce que elle a des tensions lombaires ici. J'ai vérifié, puis elle me l'a dit aussi. Donc bien observer le mouvement des côtes qui est un peu plus limité chez elle. Alors ici, vous pouvez voir un diaphragme presque parfaitement fonctionnel, presque. Vas-y, respire. Vous voyez comme il monte bien et comme il s'ouvre sur le côté. Voilà, les côtes montent assez facilement. Vous voyez comme il remonte? Ça, c'est un test simple, mais au moins, c'est un test visible. Ça, c'est un test simple, mais un test fonctionnel. Vous voyez vraiment que le thorax monte. Vous voyez comme il monte? Les côtes bougent bien ici. Vas-y encore. Et là, il y a du mouvement comparé à la demoiselle de tout à l'heure. Il y a un peu plus de mouvement. Vous voyez comme ça bouge? Bon, c'est pas évident, mais si vous entraînez, vous arrivez à repérer ce mouvement. Donc c'est un premier test visible et fonctionnel. Maintenant, nous allons vérifier position supine, c'est-à-dire allongée sur le dos. L'expansion des côtes, si elle s'ouvre bien, si elle monte un peu vers devant. Et tu viens te rapprocher. Bonne expansion des côtes vers l'arrière, devant aussi. Alors sur certaines personnes, on verra un côté plus haut que l'autre. C'est un peu le cas de Sveltana, elle laisse le côté gauche légèrement plus haut que le droit. Mais la majeure partie des gens ont une légère scoliose, voire une scoliose un peu prononcée. Quand elle est très prononcée, on voit vraiment un côté bien plus haut que l'autre. Mais dans l'ensemble, sa cage thoracique au niveau antérieur est bien fonctionnelle.
Au niveau postérieur, il y a un peu de restriction. Comme je l'ai dit, c'est dû probablement à des tensions lombaires. Alors, nous allons faire le test du psoas, un test fonctionnel. Alors, vous demandez à votre sujet de s'allonger sur le dos, d'accompagner les jambes si vous pouvez, prendre les deux genoux, puis ensuite prendre un genou et faire prendre un des deux genoux. Et nous allons voir lequel des deux genoux descend le plus ou le moins. Alors là, on va pouvoir avoir un repère par rapport à la prise rouge ici. Donc vous voyez un angle à peu près de 45 degrés. Et là vous voyez qu'il n'y a plus l'angle et que ce genou est bien plus haut, il est presque à la limite de la prise rouge. Change. Voilà, on revoit bien. Il y a un angle de 45 degrés presque. Change again. Et là, l'angle a presque disparu. Et Svetlana nous a dit que elle avait une tension justement quand elle fait ce mouvement. Elle sent dans cette zone que c'est plus tendu, c'est plus difficile. Voilà pour ce test du psoas, c'est le premier test. Nous allons voir le deuxième test, test palpatoire du psoas, plus exactement de l'iliopsoas. Alors, je peux approcher ici. Ici, nous avons la crête iliaque. Cet os, il y a une petite pointe chez pratiquement tout le monde. Et dessous, il y a une autre épine. C'est épine antéro-supérieure, épine antéro-inférieure. Celle inférieure, on ne la voit pas trop. Et ici, il y a le ligament inguinal qui s'insère sur la symphyse pubienne. Donc l'os, le flanc des doigts, va glisser sur l'os et entre l'intestin. Alors si c'est douloureux, n'appuyez pas plus que ça, on va le voir ensemble en cours. Donc vous repoussez un peu l'intestin, comme ça, pour glisser. Là, j'ai pas besoin d'aller très profond, c'est déjà bien tendu, comme le confirme le test précédent où la jambe droite, le genou droit ne s'abaissait beaucoup moins par rapport à la jambe gauche. Donc je teste un côté, puis il y a le psoas et l'ilio qui fusionnent par un tendon. C'est pour ça que ça s'appelle l'iliopsoas. Alors après, je vais tester le côté gauche. Et des fois, il n'y a pas le même degré de tension. C'est d'ailleurs sûrement ici, donc la crête iliaque, le flanc la pulpe des doigts. La pulpe, c'est ce qui est souple, confortable. Il y en a, ils ont des pulpes de chat très charnues, ce qui est bien pour les palpations. Là, vous glissez de l'os entre le gros intestin qui descend ici et la fosse iliaque, et ici c'est un peu moins tendu, mais je peux aller un peu plus en profondeur, mais il y a de la tension aussi, donc c'est pour ça qu'il faut tester les deux. Là en traitement, je traiterai prioritairement le droit et tout de même le gauche. Voilà. Alors nous voilà à la fin de ce cours sur le diaphragme promoteur de vie. Vous avez vu la partie théorique, anatomique et biomécanique, les tests d'évaluation du diaphragme et du psoas. Et si vous voulez découvrir les techniques, des techniques faciles à la portée de tout le monde et surtout très sûres en toute sécurité, vous pouvez vous les procurer à travers le lien methodeka@gmail.com. Vous les trouverez en webinaire et en vidéo. D'autres cours seront proposés sur cette chaîne Methodeka Massage Bien-être Neuroénergétique.
sur d'autres thématiques telles que le genou la prochaine, sur le sacrum, l'articulation tympomandibulaire, l'épaule et bien d'autres à venir. Voilà, je vous remercie pour la vision et pour l'intérêt que vous avez porté à ces vidéos et à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.